847-704-7777. Écoutez RFM, il est midi et voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, la grève dans le secteur de la boulangerie, elle n'a pas eu lieu ce matin. Les autorités ont discuté avec le regroupement des boulangers du Sénégal, on le verra. À l'hôpital régional de Thiès, après 33 jours de mouvement d'humeur, les salariés reprennent le travail. Les services commencent à fonctionner correctement. Et puis les précisions du conseil d'administration de la SAR sur le rachat des actions de Saoudi Ben Laden par les Sénégalais de Locafrique, communiqué publié tout à l'heure. On vous en parle dans ce grand journal. Et le grand journal d'RFM, c'est aussi l'actualité internationale à suivre avec Sornona Tambay. Tous les décideurs africains doivent faire preuve de solidarité et d'engagement pour faire face au terrorisme. C'est le message du Comité Afrique de l'Internationale socialiste suite aux attentats de Ouagadougou dimanche dernier. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, lui s'est rendu dans la capitale burkinabé hier pour soutenir le peuple. Au même moment, Boko Haram frappe encore au Nigeria avec plusieurs attentats suicides. 28 personnes ont perdu la vie dans un camp de déplacés. Nous ferons également le point sur la situation en Sierra Leone avec les glissements de terrain qui ont coûté la vie à 400 personnes. Il y aura du foot dans le journal des sports de Cheikh Tidiane Diagne. Le Sénégal, à l'assaut du Burkina Faso, a lancé ce matin sa liste en vue de la double confrontation le septembre prochain. Hassan Djoussé et Pape Amadou Touré constituent la surprise du chef. Chan Kenyan 2018, bonne option pour les Lions locaux pour la qualification. Hier, le Sili est tombé face à des Sénégalais déterminés et qui pensent déjà à la manche retour prévue pour mardi prochain. Et puis Moustapha Gueye, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball, pour sa dernière à la tête de l'équipe du Sénégal. Il a annoncé tout à l'heure à la radio Futur Média en exclusivité et il compte bien terminer avec les Lions. Ce sera lors de l'Afro-Basket prévu à Bamako. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, encore des questions après la liberté provisoire accordée à Pendaba, Amikole Dieng et Ouley Mané et le communiqué du gouvernement tout de suite après. C'est le sujet de Point de Vue. Rendez-vous à 12h30. Le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. Le groupe Futur Média fait aussi l'actualité avec un nouveau cambriolage au siège de l'entreprise aux Almadies à Dakar, où les voleurs ont emporté plus de 40 millions de francs CFA. En tout, cela fait environ 130 millions. Si on ajoute les autres cas similaires enregistrés il y a quelques mois, après un système de sécurisation avait été mis en place, notamment l'installation d'unités de vidéosurveillance et justement les caméras de surveillance auraient été mis hors service par le ou les auteurs du dernier cambriolage, selon le journal Enquête de ce matin. Cette affaire, un prétexte pour voir comment les entreprises, elles gèrent leur argent. Anna Rocha. Partout où nous sommes passés ce matin, la question fait d'abord sourire. Le vol à Futur Média s'est répandu comme une traînée de poudre. En plein cœur du centre-ville, au premier étage d'un immense immeuble, une société d'assurance conseil. Ici, pas de caméra, juste un vigile à l'accueil. La meilleure méthode pour ne pas se faire voler de l'argent, c'est de ne pas conserver de liquidité. Sadia Rao Agne est le responsable technique de cette société. Donc, on fait recours au circuit habituel, c'est à savoir la banque pour certains montants. Ça transite par le coffre, mais bon. Par rapport au vol au niveau de notre coffre, on est assuré jusqu'à un certain montant. Jusqu'à ce montant, on le garde en coffre. Au-dessus de ce montant, automatiquement, l'argent ne reste que pas. Leur système marche bien, vraisemblablement. En plus de 45 ans d'existence, cette entreprise n'a jamais reçu la visite de voleurs ou cambrioleurs. Mais la vigilance reste de mise. On ne mobilise pas de gros moyens. Juste on a un process assez intelligent qui fait qu'on ne se met pas en danger, on garde l'argent. À quelques pas de là, une société de transfert d'argent qui fait également office d'alimentation générale. Même 1 million, ils ne conservent pas dans la caisse, explique le gérant principal Sidiki Diawara. Nous, on ne garde pas de l'argent ici. Voilà, parce qu'on mesure un peu, on suit l'actualité. Quand on a un certain montant, disons, si ça dépasse le 1 million, on enlève
Vous emmenez directement à la banque. C'est ça, voilà. C'est mieux, c'est beaucoup plus en sécurité là-bas. Seul moyen sécuritaire pour le moment, M. Diawara envisage tout de même de renforcer ce dispositif. Quand on a des surveillances, on n'en a pas encore, mais ça fait partie de nos perspectives. Avec le développement des banques et des technologies, il devient même irresponsable de garder d'énormes sommes d'argent chez soi. Le monde d'aujourd'hui impose une dématérialisation. Conseil d'assureur. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. À midi et bientôt 6 minutes, la suite de ce grand journal, les travailleurs de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ont levé leur mot d'ordre de grève. Ils étaient en mouvement d'humeur depuis plus d'un mois. Ces syndicalistes expliquent leur décision par des raisons humanitaires. Charente Diop à Thiès. L'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, tous les services commencent à fonctionner. C'est la reprise. Le SUTSAS sursoit à son mot d'ordre de grève. À travers cette page, elle a levé le mot d'ordre que l'effectivité doit être donnée. Pape Mor Ndiaye, le secrétaire général de la sous-section SUTSAS de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Et le pourquoi, ces dernières heures, il y a eu des avancées significatives, notamment 3 parmi les points qui constituaient donc la plateforme minimale. Le médecin-chef de région et le président du conseil d'administration sont parvenus à convoquer un conseil d'urgence et à travers ce conseil justement à apporter une réponse à ces 3 questions-là. Les syndicalistes expliquent leur décision par un problème humanitaire. Toutefois, ils lancent un ultimatum. Étant donné que les populations ont souffert pendant 33 jours, on compte retourner, travailler de 17 points à travers un mémorandum. Si aujourd'hui il y a 3 points justement qui ont eu solution, il y a le reste, les 14 points, on compte retourner et déposer un préavis de grève. Dans les 30 jours à venir, si rien n'est fait, il y aura un deuxième plan d'action à travers des grèves. Ce patient rencontré au service de l'urologie dit être satisfait face à cette décision. Je suis très content parce que chaque fois je faisais des va-et-vient, on me disait que les médecins sont en grève et en tant que malade, c'était très douloureux. Ce mouvement d'humeur a duré quelques 33 jours au grand dam des malades qui ne savaient plus à quel sein se vouer. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Elle n'a pas eu lieu, la grève annoncée de boulangers, regroupement des boulangers du Sénégal. Un échange avec les autorités à la dernière minute a tout changé. Il y a eu une perspective de négociation qui a été évoquée. Le président du regroupement des boulangers du Sénégal s'appelle Modou Gueye. Il s'entretient avec Elhadji Ndiogou Diène. On a décidé de sursoir la grève parce qu'on a eu des ouvertures pour une négociation. Alors nous préférons la négociation à la grève. Toute litige finit sur une table de négociation. S'il y a des ouvertures, nous les acceptons et nous avons décidé de sursoir la grève. Chaque fois, vous menacez d'aller en grève, vous n'êtes jamais allé en grève. Est-ce que vous ne versez pas simplement dans la surenchère et le chantage? Non, mais le chantage, ça n'existe pas à ce niveau. Nous sommes en difficulté, nous sommes à l'impossibilité de continuer à travailler dans cette situation. Nous avons demandé aux membres de diminuer la production pour tenir les activités ouvertes, mais nous savons que nous travaillons en perte. À vrai dire, ce n'est pas du chantage, c'est un cri d'alarme. Nous sommes des sentinelles, pas pour faire du chantage. Les problèmes, ce n'est pas seulement la farine, je l'ai toujours dit, sont divers. Il faut que ça finisse sur une table de négociation, qu'on fasse les états généraux de la boulangerie. Le ministère l'a déjà annoncé. Nous attendons avec patience ces états généraux de la boulangerie. Et le regroupement des boulangers du Sénégal, pas d'accord avec les prix actuels sur la farine. Et c'est l'occasion en tout cas de parler une nouvelle fois de la qualité du pain. Les consommateurs remarquent toujours des problèmes. Rien que sur le poids, ça suscite quelques doutes. Et les services compétents dans tout cela. Reportage d'Ousmane Gueye. Âgé de près de 60 ans, Aliou est un passionné du pain. Seulement, depuis quelques années, ce revendeur de journaux à la rue 15, angle 8 de la Médina n'est plus aussi enthousiasmé. Les astuces commerciales sont passées par là. Le pain n'a plus cette qualité qu'on lui connaissait avant. Le poids aussi a changé. On a l'impression en le mangeant qu'il s'agit du papier. Aucune saveur vraiment, aucune. Il n'existe maintenant que de nom. Le poids a baissé carrément.
Même constat chez cet étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alassane dit d'ailleurs préférer les beignets et le couscous plus succulents et plus consistants. C'est mieux et c'est beaucoup plus lourd même que du pain. Plus résistant comme disent les étudiants? Effectivement, c'est beaucoup plus résistant même. Étant étudiant, tu ne peux pas utiliser toujours du pain du fait de la mauvaise qualité, quoi. Le chef du service régional du commerce intérieur de Dakar reconnaît qu'il y a des manquements. Oumar Diallo. Il y va de la responsabilité fondamentale des boulangers qui, sous prétexte qu'ils ont un problème de rendement, augmentent le rendement par sac de 50 kg. Un rendement qualité poids, normalement pour un sac de 50 kg, vous faites des pains, 300 pains pour un sac de 50 kg. Il est clair que vous ne respecterez jamais les normes de qualité et les normes de quantité. Malgré les sanctions pécuniaires prévues par la loi, Oumar Diallo dit noter un entêtement de la part des boulangers. Il rappelle qu'à la veille du Ramadan, 2 à 3 boulangers ont été condamnés à payer 2 millions CFA chacun pour pratique de prix illicites. Malheureusement, selon lui, ça n'a pas découragé d'autres boulangers. Cette information de notre correspondant dans la banlieue de Dakar, la police de Yeumbeul a procédé à la saisie de 4 tonnes de riz impropre à la consommation. Il s'agit de riz plutôt destiné au bétail. Une femme et son frère ont été interpellés, placés en garde à vue. Les 2 suspects doivent être présentés au procureur selon des sources policières. Déferment possible donc demain au parquet. L'UNACOIS renoue avec la crise et encore 2 tendances qui revendiquent chacune la direction de cette association de commerçants, la plus grande d'ailleurs du pays. Et dans ce conflit, il y a le camp d'Ahmed Fall Baraya et celui d'Idi Thiam. Dernier incident, une soirée de gala vendredi dernier qui n'a pas pu se tenir. Les histoires de rivalité à l'UNACOIS et la Ndiogoudienne. À l'UNACOIS, le diapo qui signifie l'unité en Wolof reste un vœu pieux. À chaque réunification s'ensuit une scission. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, créée en 1989, a connu sa première scission en 2000. Suite à des divergences de vues sur les orientations, l'organisation commerçante est scindée en 2. D'une part, l'UNACOIS dirigé par Moustapha Sakho et d'autre part, l'UNACOIS DEF dirigé par Moustapha Diop. Chacune des 2 tendances revendique la légitimité. Mais l'UNACOIS va retrouver son unité 7 ans plus tard après plusieurs médiations. C'est ainsi qu'est né l'UNACOIS Diapo. Alors que l'on croyait l'union définitivement scellée, les démons de la division vont ressurgir. En 2011, le renouvellement des instances débouche sur une nouvelle scission avec l'UNACOIS Diapo, tendance Idi Thiam, et une autre UNACOIS Diapo, tendance Ahmed Fall Braya. Ce dernier et ses partisans n'ont pas accepté la prolongation du mandat du premier. L'ancien député libéral et 4e vice-président de l'organisation convoque une assemblée générale pour mettre sur pied sa tendance. Il accuse Idi Thiam de gestion clanique et nébuleuse de l'UNACOIS. Les accusations que rejette le mis en cause, Idi Thiam à son tour accuse Ahmed Fall Braya de vouloir politiser l'UNACOIS, une organisation apolitique. Depuis 6 ans donc, les 2 tendances se livrent à une guerre de légitimité sans merci. Une guerre de légitimité qui a fini d'affaiblir l'UNACOIS, une organisation naguère très puissante. Cette organisation donnait du fil à retordre au régime d'Abdou Diouf grâce à son dynamisme et sa capacité de mobilisation. Direction Guet Ndar à Saint-Louis, des pêcheurs sénégalais, on vous l'a dit ce matin dans nos différentes éditions, des pêcheurs sénégalais refoulés de Mauritanie, situation qui alimente les débats dans ce quartier de pêcheurs très populaire. C'est à Saint-Louis, bien sûr. Beaucoup appellent les pêcheurs à respecter les décisions des gouvernements mauritaniens et sénégalais qui discutent souvent de ce sujet, que chacun respecte la loi. La correspondance de Mohamed Nabissila. Ce n'est pas un secret de polichinelle qu'il y a beaucoup de pêcheurs de Guet Ndar, Ndartout et Gourmbat qui sont retournés clandestinement en Mauritanie après leur expulsion. On a l'information comme quoi il y a des pêcheurs qui sont refoulés, d'autres qui sont arrêtés. Mais moi personnellement, en tant qu'ancien président d'association de pêcheurs, je suis très gêné et très mal à l'aise avec cette histoire-là. Babacar Gaye de Gourmbat invite les pêcheurs à attendre la signature d'accords entre les 2 pays. Le gouvernement mauritanien est un gouvernement souverain et indépendant. Il ne faut pas que nos parents pêcheurs fassent des gestes ou posent des actes qui pourraient impacter négativement ces négociations qui sont en cours. Que les pêcheurs sénégalais restent au Sénégal. Ils peuvent aller à Mbour, ils peuvent aller à Joal, ils peuvent aller à Kayar. Il n'y a pas que les eaux mauritaniennes. Pour le moment,
évitons de faire des choses qui peuvent mettre mal à l'aise le gouvernement sénégalais. J'invite mes parents pêcheurs à rester au Sénégal en attendant que les négociations aboutissent. Pour Vieux-Mordier, qui revient du quai de pêche de Diamalaye, une commission de surveillance des pêcheurs devait être mise en place. On devait mettre en place des commissions pour surveiller les déplacements de pirogues ou de pêcheurs même vers la Mauritanie et les dénoncer. Ça pourrait être une bonne mesure pour atténuer les difficultés et le retour massif de ces pêcheurs en Mauritanie. Beaucoup d'entre eux ont été simplement bernés par des hommes d'affaires mauritaniens, mais aujourd'hui ils ont des problèmes, c'est déplorable. Quoi qu'il en soit, la conviction forte dans la langue de barbarie est que d'autres seront refoulés car beaucoup de leurs parents sont encore en Mauritanie en situation irrégulière. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Midi 15, c'est une révélation du journal Vox Populi dans sa parution du jour dans les centres ados, comme on les appelle, ces centres d'accueil et de conseil dédiés aux adolescents. On y fait de la sensibilisation notamment sur les questions liées à la sexualité. Le journal révèle que des jeunes filles, de très jeunes filles, il y en a qui ont même que 13 ans, eh bien, elles viennent demander des contraceptifs auprès des responsables de ces centres. La sexualité précoce des jeunes filles, c'est le sujet de ce reportage d'Awa Mbaye que nous aurons peut-être avant la fin de ce journal. Midi 16. L'actualité politique. 94.0, la radio en puissance. Et cette conférence de presse cet après-midi, les avocats de la coalition Manko Taxawu Sénégal, coalition arrivée 3e aux dernières législatives avec 7 sièges de députés. Conférence de presse 48 heures après la publication des résultats définitifs officiels de ce scrutin par le Conseil constitutionnel. Les avocats de Khalifa Sall, on en reparle avec l'un d'eux qui a évoqué un deal qu'on proposait à son client de la prison où il se trouve, le maire de Dakar, depuis mars, vous le savez, incarcéré pour présumé détournement de deniers publics dans ce qu'on appelle l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Les deals en politique, ce n'est pas nouveau, ça rappelle même de mauvais souvenirs. Si Khalifa est toujours en prison, c'est parce qu'il a refusé de dealer pour obtenir sa liberté. Ces mots émanent de Clédor Cirelli, un des avocats du maire de Dakar, dans une interview accordée à Pikini Productions. Des propos révélateurs qui ne sont pas sortis de la bouche d'une personne étrangère au dossier Khalifa Sall. Il s'agit bien entendu d'un des conseils de l'édile de la capitale qui est bien sûr dans le secret des dieux. Un autre deal de Rebeuss serait-il donc en train de se préparer entre le palais et le prévenu le plus célèbre de cette citadelle du silence? Si ce deal venait à se concrétiser, cela confortera les observateurs avertis qui disent que cette affaire Khalifa Sall n'est rien d'autre qu'une affaire purement politique. Et donc, une affaire politique ne se règle qu'au plan politique. Ce deal qui serait en gestation ne serait pas le premier du genre. Sous le magistère du président Abdoulaye Wade, l'on a connu le fameux protocole de Rebeuss qui a abouti à l'élargissement de Idrissa Seck en 2006. Le maire de la capitale du rail avait été envoyé en prison pour détournement présumé de deniers publics. C'est après ce protocole de Rebeuss qu'il a pu obtenir un non-lieu. Sous Macky Sall, toujours dans cette même prison de Rebeuss, il y a eu ce qu'on appelle le protocole de Doha. C'est dans l'affaire Karim Wade, Wade fils, qui bénéficie d'abord d'une grâce présidentielle avant d'être exilé ensuite au Qatar. C'est comme quoi ces dossiers juridico-politiques aboutissent toujours à des protocoles ou à des deals politiques au nez et à la barbe des magistrats et de l'administration pénitentiaire. C'est l'un des titres de cette édition, le conseil d'administration de la SAR, la Société africaine de raffinage, qui a adopté la cession par PCMC, la filiale du groupe saoudien Bin Laden, des 34% qu'elle détenait dans le capital de la société, après quoi le conseil d'administration a adopté à l'unanimité la cession des actions qui étaient détenues par PCMC à Locafrique Holding, une société d'investissement, de financement et d'investissement de droits et de capitaux sénégalais. Et donc 34% et non le chiffre qui avait été avancé jusqu'ici. C'est ce qu'indique donc la SAR dans un communiqué, et selon le même document, Locafrique Holding va mettre immédiatement à la disposition de la Société africaine de raffinage un financement de plus de 45 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2021, ce qui permettra d'augmenter la capacité de production de la SAR.
RFM. L'actualité internationale. C'est avec Sornon Atambaï. Bonjour. Bonjour Babacar. Le Burkina Faso toujours. Les messages de soutien viennent de partout après l'attentat de dimanche. Hier déjà, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à Ouagadougou. Au nom de son peuple, il a voulu montrer toute sa compassion à l'endroit du Burkina Faso. Le G5 Sahel est uni dans ces circonstances et nous ne baisserons pas les bras, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est exprimé au palais présidentiel de Ouagadougou aux côtés de Roch-Marc Christian Kaboré. En dehors du chef d'État malien, le comité Afrique de l'Internationale socialiste a aussi exprimé son soutien au peuple burkinabé. D'après un communiqué de l'organisation, le Sahel connaît un regain de violence et d'instabilité depuis que le chaos s'est installé en Libye. Le comité en appelle à la solidarité et à l'engagement de tous les décideurs africains à divers niveaux, notamment la CEDEAO. Pour rappel, l'attentat de dimanche dernier à Ouaga a fait 18 morts. Au Nigeria, près de 20 personnes tuées dans des attentats suicides. C'est dans l'état de Borno. Des femmes se sont faites exploser non loin d'un camp de réfugiés. Cette zone est devenue l'épicentre des violences commises par Boko Haram depuis décembre dernier. Daoud Diouf. L'attaque perpétrée par 3 femmes kamikazes qui ont déclenché leur ceinture explosive juste à l'entrée d'un camp de déplacés dans la ville de Mandari située à 25 km de Maïdougouri. Selon des témoins, la première femme a déclenché sa ceinture vers 17h dans le marché qui se trouve à l'entrée du camp, créant une panique générale. Les commerçants, le temps qu'ils ferment une boutique, les 2 autres femmes se sont faites exploser, causant la majeure partie des morts et des blessés. Au Nigeria, il faut le dire, le conflit dans le nord-est semble s'être réorganisé depuis quelques mois. Boko Haram, qui a perdu les grandes villes autour du lac de Tchad, mène encore des attaques sporadiques sur les grands axes et les villes stratégiques dans la région, empêchant l'armée et les ONG d'accéder aux populations vulnérables. La suite de ce journal international, Sornan Tambaye, toujours en Afrique de l'Ouest, les nouvelles ne sont pas bonnes par ces temps qui courent dans cette partie du continent. En Sierra Leone, on reparle des pluies diluviennes et leur lot de conséquences dramatiques, et les volontés commencent à se manifester. Des bonnes volontés, oui, après les inondations et glissements de terrain qui ont coûté la vie à 400 personnes. Selon les derniers chiffres, l'Union européenne, Israël, la Grande-Bretagne travaillent déjà à acheminer une aide vers Freetown. Le président Ernest B. Koroma a lancé un appel à l'aide internationale. Adji Madjigen Samb. C'est l'une des pires catastrophes qui ait frappé la Sierra Leone et l'Afrique ces 20 dernières années, d'après le ministre adjoint de l'information Cornelius Devo. Le président sierra leonais Ernest B. Koroma a lancé hier un appel à l'aide internationale après les glissements de terrain et inondations à Freetown, notamment dans le quartier de Region, l'un des plus touchés par la catastrophe. Dans cet accident, le porte-parole de la Croix-Rouge, Patrick Masakwa, a déclaré que le bilan de 400 morts serait sans doute revu à la hausse. Le ministre de l'Intérieur, Paolo Conté, a de son côté souligné que des milliers de personnes étaient encore portées disparues. Les services de secours s'efforçaient mardi de rechercher les survivants sous les décombres. Les autorités ont aussi ouvert un centre d'accueil pour venir en aide à plus de 3000 habitants. Plusieurs gouvernements étrangers ont favorablement répondu à l'appel du chef de l'État. Le ministre israélien des Affaires étrangères a fait savoir qu'il allait acheminer une assistance immédiate, notamment en eau potable, médicaments et couverture. Le commissaire de l'Union européenne à l'aide humanitaire a assuré que l'UE se tenait prête à aider, et de son côté, la secrétaire d'État britannique au développement international a souligné que Londres travaillait déjà avec le gouvernement sierra-léonais pour coordonner les secours et est prête à aider, apporter plus d'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et maintenant, le Kenya, le gouvernement a décidé de suspendre toute action contre 2 ONG. Des organisations qui ont vivement critiqué le processus électoral. C'est le ministère de l'Intérieur qui a voulu mettre un frein aux poursuites engagées par le responsable de son bureau de coordination des ONG. Une suspension pour un délai de 90 jours en attendant de mener une enquête beaucoup plus approfondie. Le bureau avait retenu toute une série de griefs contre les ONG, tels que possession de comptes illégaux, emploi illégal d'étrangers, 800 000 euros, soit 524 millions de francs CFA de dette au trésor public. L'une des ONG avait aussi prévu de saisir la Cour suprême sur le déroulement du processus électoral. Merci beaucoup, Sornon Natambaï. Midi et 24 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue relation pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, à la lumière des dernières libertés provisoires accordées à 3 prévenus dans des affaires liées notamment aux réseaux sociaux et le communiqué du gouvernement quelques petites dizaines de minutes après. Pour en parler, nous serons en direct avec Mamboy Diao, responsable à l'APR, le parti du président Macky Sall. Également, Maître Hassan Diomania, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. RFM Sport. Journal des sports, Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Bonjour Abou Babacar. Aliou Cissé a publié la liste des joueurs qu'il a appelés pour la double confrontation avec le Burkina Faso en éliminatoire du Mondial 2018. Première sélection pour Hassan Djoussé, le milieu de terrain de Saint-Etienne. Pape Amadou Touré, arrière gauche de Royal Athletic Club de la Guinée, est aussi appelé. Cheikhou Kouyaté et Moussa Konaté font leur retour dans la tanière. Aliou Cissé, le sélectionneur national, a rendu donc public sa liste et il s'explique au micro de Sodakia. Ahmad est un garçon qui a évolué plusieurs années ici et qui motive surtout pour sa présence aujourd'hui. C'est les performances qu'il fait aussi avec Oroya. Parce que ce qu'il fait depuis 2 ans est intéressant. On le suit depuis 2 ans. Donc je pensais que c'était normal qu'il soit là. Donc Hassan Djoussé, un garçon, un jeune joueur, 20 ans. Quand vous jouez plus de 34 matchs pratiquement en Serie A, quand on connaît l'exigence de ce championnat sur le plan tactique, sur le plan athlétique, et que vous avez l'âge qu'il a, ce garçon-là, et qu'il puisse évoluer dans un championnat de première division en Italie, cela veut dire tout simplement que les qualités sont là. Euro s'est blessé il y a 3 semaines, mais c'est vrai qu'il a repris les entraînements depuis plus de 10 jours. C'est le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que dès lors, j'ai eu une discussion avec lui qui m'a rassuré sur sa santé. Pareil aussi pour devant, pour l'attaque. Voilà, donc pour revenir sur Moussa Sow. Ma ligne directrice n'a pas changé là-dessus. On a motivé Moussa Sow de revenir en sélection. En réalité, c'est lui, par le choix qu'il a eu à faire de revenir effectivement dans un championnat européen, dans un championnat digne de ce nom-là. Comme vous le voyez, Famara n'est pas là, un garçon comme Babacar Pouma n'est pas là, Moussa Konaté s'est absenté depuis un bon bout de temps, aujourd'hui il revient, donc je pense qu'il y a une grosse concurrence là-bas, il y a des postes où aujourd'hui le Sénégal n'est pas diminué. Younous aujourd'hui est la solution dans le milieu de terrain pour que notre équipe gagne à domicile et gagne à l'extérieur, ça sera Sankaré tout simplement. Il n'y a pas de problème. Mabiram, c'est effectivement un problème. Il faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mam vient en équipe nationale pour évoluer en tant qu'attaquant de pointe, en tant que buteur. Je souhaite et j'aimerais que Mam retrouve son poste d'attaquant de pointe. Sénégal, Burkina Faso, c'est le 2 septembre à Dakar. Retour le 5 septembre à Ouagadougou, Babacar. La suite, Cheikh Tidiane Diagne, le CHAN Kenya 2018, la bonne option du Sénégal, l'équipe nationale locale qui prend une sérieuse option pour la qualification. Et il se projette plutôt déjà vers la rencontre de mardi prochain contre la Guinée-Conakry. Hier à Dakar, Pape Seydou Ndiaye et compagnie ont dominé le Sili national sur le score de 3-1. Mais le tour n'est pas encore joué selon le portier, capitaine de l'équipe. Il est avec Salif Sow. On a les bâtons en main. C'est nous qui doivent manœuvrer comment on doit aborder. On a les bâtons en main. C'est nous qui doivons manœuvrer comment on doit aborder le match de retour. Donc ce qui a été fait ici, il y avait beaucoup de choses de bon. Il y a des choses aussi à revoir. On va rentrer tranquille et préparer le match sereinement et intelligemment pour les contrer le match de retour à Conakry. Pour moi, la première chose à revoir, c'est il faut tuer le match quand on a la possibilité. Il faut marquer plus de buts. On avait l'occasion de mettre 3 buts sur la première mi-temps. Donc il faut avoir l'efficacité devant pour tuer le match. C'est ça que je vois c'est le clé du match. Ça doit être le clé du match. Pape Seydou Ndiaye, nous parlons à présent du Classico ce soir à partir de 21h GMT pour la finale retour de la Supercoupe d'Espagne. Un match qui va opposer le Real Madrid au FC Barcelone à partir de 21h. Notez que cette rencontre se déroule à Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid. Cristiano Ronaldo est suspendu pour 5 matchs et ne prendra pas part donc à cette confrontation. Avantage pour les Merengues qui avaient remporté la manche aller sur le score de 3-1. Et puis nous parlons, Babacar, de l'Europa des
barrages de la Ligue des Champions avec cette rencontre attendue ce soir à partir de 18h45 entre Naples de Kalidou Koulibaly et OGC Nice. Les Niçois vont se déplacer sans Balotelli blessé et sans leur nouvelle recrue. Il s'agit du Néerlandais Schneider. Et puis hier, notez que Liverpool de Sadio Mané est allé battre les Allemands de Fenem sur la marque de 2 buts à 1. La suite est fin de ce journal des sports, l'Afro-Basket féminin 2018, c'est pour bientôt, dans quelques jours. Le sélectionneur du Sénégal, en tout cas, il le révèle sur cette antenne, il fait sa dernière campagne avec les Lions. Ah oui, il s'agit de son 4e Afro-Basket à Bamako et le sélectionneur compte l'aborder, en tout cas, avec la même envie, même s'il va rendre le tablier. Et juste à la fin de cette compétition, nous écoutons Moustapha Gueye, des propos recueillis au téléphone par Sodakam. Je pense que l'état d'esprit est bon. Nous avons assez bien travaillé, les filles sont confiantes. Maintenant, nous allons vers un tournoi difficile, mais nous sommes bien préparés pour affronter tout le monde. Tout le monde sait que ça va être très très difficile, parce que je pense que Nigeria, Mali, Angola, plus le Sénégal vont jouer un coup à coup. Tout est possible, mais on va défendre notre titre sans beaucoup de pression. Parce que moi, je vais vers ma dernière campagne avec les Lions. Je vais faire mon jubilé cette année. Maintenant, je pense qu'il faut tout faire pour sortir avec l'équipe continentale. Je vais quitter la tête de l'équipe de Lyon après cette Afro-Basket 2017, Inch'Allah, pour avoir passé un moment avec cette merveilleuse équipe. Je ne sais pas si c'est le temps de laisser la place aux autres. Mais pour le moment, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Moustapha Gueye, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal féminine de basketball, qui se rend à partir de cet après-midi à Bamako pour donc l'Afro-Basket. Et puis nous allons parler, Navetan, pour terminer, Babacar, la zone 4 de l'ODCAV de Guédiawaye qui joue ses rencontres cet après-midi à partir de 15h. Le tenant du titre, ASC Gounaïtaï, fera face à la Cité Sornes. Et puis à 17h, Bokodiom joue contre l'équipe de Magbar. Ce sont des informations qui nous ont été donc transmises par Migui Maramdia. J'imaginais qu'il était derrière ce lobbying. C'est clair. Merci, cher Tidiane. Merci à vous, Babacar. La chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye, elle est foot cette semaine. La Fédération sénégalaise de football a renouvelé le mandat de son président, Maître Augustin Senghor. Les scores sont éloquents. Maître Senghor domine démocratiquement la galaxie sénégalaise du ballon rond. Pendant 24 heures, le suspense a tenu en haleine partisans et adversaires dans une compétition élective au sommet. C'est connu, le sport est aussi un monde de passion, parce que de total don de soi, physiquement et émotionnellement. Plus l'enjeu est significatif, plus quelquefois la passion risque de prendre le dessus sur la raison. Le pouvoir, c'est la règle, se conquiert toujours. Le football est un pouvoir, avec ses textes, ses législations, ses règles de droit et d'éthique. Il est loin le jeu de ballon auquel la belle chanteuse Dalida renvoyait le petit bambino. Ce jeu de ballon aujourd'hui est une multinationale qui brasse des milliards de dollars et d'euros et qui englobe l'univers. Ces acteurs sont des stars qui se déplacent en jet privé et qui mobilisent autour d'eux tout un monde d'avocats, de financiers, de médecins du sport, de kinés et d'agents de joueurs. En conséquence, l'administration managériale en charge d'un tel monde des affaires, même dans sa périphérie, doit être formée, ferrée aux questions de gestion, de marketing, de communication et d'éthique. Un tel contexte de compétences ne peut souffrir l'amateurisme, le tatouillonnement et l'à peu près. Ainsi ont brillé au sommet de l'olympisme, de l'athlétisme et du football Keba Mbaye, Lamine Diack, Issa Hayatou, qu'ils nous servent d'exemple et de modèle. Les 3 candidats qui se sont affrontés le week-end dernier pour le top management de la Fédération de foot ont démontré leur technicité dans leurs argumentations. Le meilleur a gagné, ses adversaires n'ont pas été ridicules,
Loin de là. L'honneur est sauf pour tout le monde. Il s'appelle Mbaye Sidi Mbaye, merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. La presse du jour. La revue de presse de Ousmane Gueye. Bonjour à tous. Les résultats des dernières législatives validées par le Conseil constitutionnel. Le quotidien qui consacre sa une aux 7 sages décisions observe que tous les recours ont été rejetés, y compris celui concernant le saccage de bureaux de vote à Touba. Sur ce point, le Conseil estime qu'il n'y a lieu ni d'invalider le scrutin, ni de le reprendre dans le département de Mbacké. Et en mettant les 8 recours à la poubelle, Libération note que les 7 sages tournent définitivement la page des législatives, mais pas la société civile. Le mouvement Y en a marre et d'autres organisations lancent une plainte contre l'État du Sénégal. C'est à la page 3 de Walf Quotidien. Fadel Barro et ses camarades vont saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre ce qu'ils appellent une mauvaise organisation des élections. Pendant tout le processus des élections législatives du 30 juillet 2017, lit-on dans le communiqué, les citoyens sénégalais ont dénoncé la faillite de l'État du Sénégal dans sa mission de leur assurer le droit constitutionnel de vote en leur garantissant l'obtention dans les délais de cartes d'identité biométriques. L'observateur qui s'intéresse aussi aux suites du scrutin s'entretient avec Oumar Sarr, défait chez lui à Dagana par la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour lui, la grosse arnaque a été l'introduction de primo-inscrits, ces citoyens nouvellement inscrits sur les listes électorales mais n'ayant jamais eu de carte d'identité numérisée, de passeport ou encore de permis de conduire. Pendant ce temps, le Premier ministre parle dans les colonnes de Direct Info. Selon nos confrères qui reprennent des confidences de Mohamed Boun Abdallah Dionne à ses proches, il se dit au service du pays et de son patron Macky Sall et que quel que soit le poste, il est prêt à l'assumer. À la une de l'As, le visage radieux de Ami Collé Dieng aux côtés de Pendaba. Les 2 dames bénéficient d'une liberté provisoire après moins d'une semaine de détention. Et selon l'As, c'est contre toute attente que le doyen des juges Samba Sall a accéléré la procédure avec à la clé donc la LP pour les 2 prévenus. Et peut-être parce que c'est une décision inattendue que le gouvernement publie un communiqué pour se justifier. À consulter à la page 5 du quotidien. La justice encore, pendant qu'on en parle, les Échos nous apprend qu'un certain Idi Thiam, impliqué dans la guéguerre à l'Unacois Diapo, est activement recherché par la police. Idi Thiam serait mêlé à l'affaire du saccage du siège de l'autre Unacois Diapo. Il faisait partie de ceux qui s'opposent à la tenue du gala de l'autre camp. Un couple sénégalais parmi les victimes de l'attentat de Ouagadougou. Messen Faneish, d'origine libanaise, et son épouse canadienne se trouvaient malheureusement au mauvais endroit et au mauvais moment dimanche lorsque des hommes armés ont pris pour cible le restaurant Istanbul. L'observateur dévoile le visage de Faneish, 32 ans, gérant d'un grand magasin Orca, attentionné, sensible, humain, toujours aux côtés de sa moitié qui attendait un bébé. D'après Mortala Gaye, le jeune homme ne se doutait naturellement de rien ce 13 août en se rendant à l'établissement. Enquête de son côté titre ce matin sur ce nouveau cas de vol au groupe Futur Média, 40 millions emportés. Cela fait 130 millions dérobés des caisses de l'entreprise en l'espace d'un an seulement, affaire que va peut-être élucider la section de recherche de la gendarmerie de Colobane déjà saisie. Dans Sud Quotidien, un dossier sur la retraite en cascade des enseignants du supérieur. La saignée des universités publiques titre le journal à sa une avec des chiffres à l'appui, 500 enseignants qui vont partir à la retraite d'ici à 2025, 2086 permanents pour des milliers d'étudiants, l'âge de la retraite prolongé à 70 ans. Et dans Stade, ce Real Barça à 21h ce soir, le Real nouveau roi d'Espagne, grosse question à la une du quotidien sportif. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? On y est, l'exécutif accusé encore une fois de mettre la main dans le fonctionnement du judiciaire. Les 2 pouvoirs toujours en question, chacun son autonomie, son champ d'action, à la lumière de la libération, liberté provisoire accordée à la chanteuse Ami Collé, à Pendaba, à Ouley Mané. Toutes ces 3 femmes font les frais de comportements présumés pas bons sur les réseaux sociaux en tout cas.
Mais tout de suite après leur liberté provisoire, surtout pour Amicole et Pendaba, le gouvernement a sorti un communiqué comme si, selon certains, c'est l'exécutif qui décide. Maître Hassan Diomandiaye, vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Bonjour. Bonjour Babacar. Nous sommes également avec Mamboy Diao, membre de la direction de l'APR. Bonjour Mamboy Diao. Oui, bonjour Babacar. Maître Hassan Diomandiaye, on vous a déjà vu justement sur les réseaux sociaux. Heureusement, vous gardez toujours votre liberté, hein, je vous provoque. On vous a vu déjà prendre position sur ce communiqué sorti par le gouvernement après le dénouement pour ces 3 femmes après leur liberté provisoire. Oui, Babacar, je pense que le souci, c'est seulement de ne pas affaiblir davantage cette justice qui est aujourd'hui très décriée. Et ce communiqué, au-delà de son inélégance, parce que même si le procureur est sous la subordination de l'exécutif, je pense... Mais là, c'est le juge qui a décidé. Oui, mais nous savons qu'aucun juge ne lève un mandat de dépôt après 5 jours de mandat, 5 jours de mandat de dépôt, et pour des faits qui sont punis de 2 mois à 7 ans. Aucun juge ne peut faire ça. Et la liberté provisoire n'intervient qu'après une audition au fond. Nous-mêmes avocats, quand nous déposions des libertés provisoires sans que la personne ne soit entendue au fond, la demande est systématiquement déclarée. C'est cela un dossier en instruction. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui, je pense que si le juge a été amené à le faire, c'est parce qu'il a reçu des pressions énormes. Et nous savons que notre justice n'est pas aussi indépendante, mais nous pensions quand même que nous pourrions nous attendre à un peu de prévisibilité, mais là, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité. Et on est dans le désarroi complet, on ne sait plus à quel sens se vouer. Nous sommes des praticiens et quand des choses de cette nature arrivent, mais c'est vraiment, nous sommes déboussolés. Et je pense qu'il est important qu'on se ressaisisse. C'est vrai que le juge reçoit des pressions, même pas au-delà, même pas seulement du côté de l'exécutif, mais je crois que c'est à l'honneur des juges de résister quand même. Mamboy Diao. Oui, Babacar. Alors, accusation à l'encontre du palais présidentiel pour caricaturer, de passer la commande à la justice. J'aimerais quand même qu'on remette les choses dans leur contexte, Babacar. En fait, c'est un phénomène nouveau dans la pratique juridique de notre pays. D'accord? Il y a des phénomènes nouveaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont entrés dans les mœurs des rapports politiques. Et sur cette base-là... C'est pas vraiment l'objet du débat, hein, Mamboy Diao. Je pense que si vous ne remettez pas les choses dans leur contexte, on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Moi, si je situe les choses, c'est qu'il y a un phénomène nouveau qui mérite une appropriation par tous les praticiens du droit. Donc, de ce côté-là, je considère que la curiosité des différents acteurs de la justice doit davantage s'émoustiller par rapport à ça et qu'on trouve des formules pour pouvoir s'approprier de cette question. Sous réserve de ça. Maintenant, il y a un problème qui est là. Et de façon unanime. Beaucoup de Sénégalais, même s'ils ont décrié les pratiques de ces personnes incriminées, ont demandé une clémence. D'accord? Donc, s'ils ont demandé une clémence, l'approche voudrait qu'au moins, on ne soit pas après contre s'il y a des décisions qui semblent être dans la clémence. Mais vous confirmez un peu toutes ces accusations. On demande la clémence, alors c'est l'exécutif qui met en œuvre cette clémence-là, alors que c'est le juge qui doit avoir la liberté de décider. Ce qu'il y a, c'est que le juge a décidé. Maintenant, ce que Maître Hassan Diomandiaye ne vous dit pas, c'est que les personnes habilitées à s'opposer à cette décision n'ont pas intenté un recours. C'est-à-dire le parquet aurait pu interjeter appel par rapport à cette décision de demande de liberté provisoire. Donc, si le parquet ne le fait pas... Maître Hassan Diomandiaye, excusez-moi Mamboy Diao, il dit on ne peut pas, le juge ne doit pas accorder de liberté provisoire tant qu'il n'a pas auditionné au fond les prévenus. Mais il n'a qu'à regarder la décision de justice et voir sur quelle base ça a été fait. Moi, je considère que les actes de justice tels qu'ils sont posés sont susceptibles de recours tous les jours. Et ils le font tous les jours. Donc, s'ils pensent que les intérêts de l'État, parce qu'en réalité, c'est les intérêts de l'État qui sont en jeu, si les intérêts de l'État sont lésés, et que, donc, ils ont intérêt à agir, ils le feront. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'une façon constante, des personnes ont été arrêtées pour être soumises à la rigueur de la loi. Et compte tenu maintenant des éléments du dossier, parce que vous êtes tous au courant que beaucoup ont signifié, en fait, ont fait état de l'état de santé d'un des prévenus ou d'une des prévenues. Et maintenant, les questions qui ont été soulevées, pouvant toucher à la cohésion nationale ou à l'honorabilité du chef de l'État, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises au départ. Les éléments nouveaux
qui sont à l'appréciation du juge, qui permettent aux avocats des concernés de déposer une demande de liberté provisoire. Moi, je ne le maîtrise pas. Ce que je connais, c'est qu'il y a au moins une disposition qui permet à un juge d'accorder une liberté provisoire et il y a aussi des éléments qui permettent au parquet, comme à l'autre partie, d'interjeter appel s'ils ne sont pas satisfaits de la décision du juge. Pour moi, la marche de la justice n'est que comme ça. Bien. Il ne faut pas qu'il y ait des supputations à chaque fois qu'il y a une décision. Parce que, en fait, aujourd'hui, le Sénégal, je l'appelle le pays des paradoxes, de façon unanime, tout le monde a décrié les actes. De façon unanime, tout le monde a voulu qu'il y ait des sanctions exemplaires. Mais à côté, aussi, beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, beaucoup de membres de la société civile ou des personnes de bonne volonté ont souhaité qu'il y ait au moins une approche allant vers l'apaisement compte tenu de la nouveauté du phénomène. S'il faut sanctionner par l'exemple, il faut le faire. Merci. Mais je considère qu'après, la justice est libre de prendre des décisions. Merci beaucoup. Pour chacune des autres parties de refuser ou de les accepter. Mamboy Diao, membre de l'APR, 10 secondes, Maître Hassan Diomaye, 10 secondes vraiment pour terminer avec vous. Oui, je pense que ces libertés ou ces libérations ne sont pas à l'initiative du juge. Dire que le parquet ne s'est pas opposé, c'est comme si le juge lui-même avait pris la responsabilité. Nous savons que ça ne s'est passé pas de cette façon, ça ne s'est pas passé. C'est le parquet qui a dû faire des réquisitions spéciales. Et c'est une manière pour le gouvernement de se dédouaner. Dire que oui, ces personnes ont été libérées, mais le gouvernement n'a rien à voir, le parquet n'a rien à voir, c'est le juge. Non, je pense que c'est pas juste et la justice ne doit pas être un mécanisme de transaction permanente ou d'entérinement de rapports de force. Oui, on ne peut pas, pour des faits pareils, libérer comme ça et laisser des autres qui encourent des peines de 2 ans en prison. Merci beaucoup, Maître Hassan Diomaye. Merci à Mamboy Diao. 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Un mot sur la météo au cours de cette journée. Des conditions météorologiques assez favorables vont entraîner des manifestations pluvio-orageuses qui seront principalement notées sur la Casamance au sud-est, c'est-à-dire Kédougou, Tambacounda, sur les localités centre-sud, Kaffrine, Kaolack, Fatick et sur la petite côte Mbour et peut-être même Dakar. Merci à Abdoulaye Diop qui était à la technique, Pape Omar Diao, régisseur d'antenne. Merci. Journal présenté par Babacar Fall. Le grand journal en Wolof à 13h tout à l'heure et la Jassan Gueye. On enchaîne, restez sur RFM, les programmes continuent. Dialgati Xibar. Voilà, jërë ngeen jëf mbokk yi askan wi 199 000 waxtu fegg